Coucou tout le monde, bienvenue à cette assemblée publique où on va parler de sujets. Aujourd'hui, on va prendre l'ordre du jour. Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne aussi. L'ordre du jour pour aujourd'hui, le mot de bienvenue, 2 règles de déroulement. Au point 3, le budget 2023-2024. Au point 4, modification à la structure organisationnelle. 5, planification annuelle des immobilisations. Il va y avoir une pause, après ça, la période de questions. Gilbert, il va arriver en retard. Il y avait un engagement, qui va arriver, mais un petit peu plus tard. C'est pour ça que je fais l'ouverture de la réunion. Je vous rappelle les règles de déroulement. Pour ce soir, il y a une période de questions et d'échanges est prévue après la présentation du sujet dans la deuxième partie de la rencontre. Avant de prendre la parole, on vous demande de vous diriger vers le microphone et de vous identifier. Le micro. Je lis. Ça m'énerve, parle en avant, excusez. Avoir des propos respectueux et d'intérêt public. Favoriser les interventions précises et concises. Laisser la parole aux autres lorsqu'on a déjà intervenu. Parole réservée aux Pécaga Minutes. Puis la rencontre de ce soir est publique et enregistrée. Il est possible que certains propos ou certaines images puissent être reprises à des fins publiques, notamment à la radio communautaire ou sur le site web ou la page Facebook de Machtoyats. Puis si jamais il y en a qui veulent faire des interventions puis avoir la traduction, on a un locuteur dans la salle pour faire la traduction. Fait qu'on y va avec la rencontre pour la présentation du budget. Excusez. Puis j'excuse Sylvie aussi, elle va arriver en retard aussi. L'allocation budgétaire 23-24, c'est le budget qu'on fait du 1er avril 2023 au 30 mars 2024. Pour la présentation, on fait vraiment juste la présentation de ce budget-là. Pour la présentation des fonds autonomes, ça se fait plus tard, une fois que les états financiers ont été approuvés au mois de juin. Puis là, on vient vous présenter des fonds autonomes détaillés avec soit en juin ou là, ça dépend, là, mais ça, on vous le présente plus tard. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, on y va. En haut, on a 3 cercles. On a les revenus projetés, les dépenses projetées, puis le déficit. La ligne du bas, c'est ce qu'on avait l'année passée pour du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Et en haut, c'est notre budget pour cette année 2023-2024. Fait qu'on a un revenu projeté de 73 839 389 000. On a des dépenses projetées de 74 135 135 et on a un déficit proposé au 31 mars 2024 de 295 746. Si on regarde l'année passée, on avait un revenu projeté de 61 millions. On a quand même une différence d'à peu près 11 millions. On va le voir. La majorité de nos revenus, si on prend... je peux pas me lever, hein, parce que pour montrer aux gens, en tout cas. Mais il faut que je prenne le micro, hein. C'est vrai, je suis visuelle, hein, juste pour vous le montrer. Hein. Alors, bien, peut-être que ceux en ligne, ils ne verront pas. Là. Dans le fond, c'est juste pour dire que la majorité de nos revenus, qui est la grande en vert, le bleu ici, puis le bleu foncé, c'est nos fonds. La majorité de nos fonds proviennent du ministère des Affaires indiennes, un au niveau général, un au niveau du CEFPN, qui est à l'enfance, puis l'autre qui est de Santé Canada. Dans le fond, puis ça équivaut à peu près à 46 millions qu'on reçoit du ministère des Affaires indiennes. Puis les autres petites tranches, là, un peu partout, on en a qui nous viennent de la SCHL. Je ne vous lirai pas toutes, là, mais si jamais vous voulez, on peut vous donner la présentation. On a qui viennent d'Hydro-Québec, de nos ententes avec Rio Tinto, Secrétariat aux Affaires autochtones, Produits forestiers résolus, qui est quand même 4 millions. Ça, c'est en lien avec notre... Oui, c'est ça. On va prendre mon souffle, excusez. On a aussi un 4 millions qui provient des fonds autonomes, puis l'autre financement de 11 millions. Je vais mettre ça là. L'autre tableau. Excusez, j'arrête pas de changer de micro. Excusez.
L'autre tableau, dans le fond, ça montre la différence de 2022 avec 2023 versus notre 2023-2024. On voit la différence qui est de 11 millions. Puis, qu'est-ce qui occasionne cette différence de total de revenus-là? Bien, c'est les financements des services éducatifs où on a changé la formule de financement l'année passée. Ça fait que cette année, on a plus d'argent. On a aussi le financement pour le fonctionnement et l'entretien des eaux usées et l'eau potable, qui a aussi une nouvelle formule de financement que le ministère calcule. Pour les autres, c'est de l'indexation, parce qu'on regarde, quand on a vu tantôt la grande barre du ministère des Affaires indiennes, fait qu'une indexation de 2,5 %, puis l'indexation annuelle de la sécurité publique Québec-Canada de 2,75 %. On a aussi une bonification du financement pour les services à l'enfance, famille, Premières Nations, le SEFPN. Puis on a un autre financement de différents bailleurs de fonds. Puis on a l'ajustement des frais d'administration et des frais communs de 2, 5, 7, 10 % en fonction des dépenses projetées. Dans tous nos budgets qu'on a, on a aussi des fonds qui proviennent des fonds autonomes qui sont inclus dans nos revenus projetés. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les lise toutes un par un. Je peux toutes vous les lire, sinon, en gros, c'est que pour différents projets, on les prévoit déjà au budget, comprend. Puis si jamais un projet se fait, exemple, si je prends le 4e, qui est le 500 000 pour le centre d'affaires, bon, si, mettons, dans l'année, nous, on le projette, mais si, mettons, dans l'année, on fait le centre d'affaires, puis on a du financement qui arrive pour nous aider à le faire, bien, l'argent-là, on ne le prend pas on rembourse les fonds autonomes si jamais on viendra à faire le centre d'affaires. Mais on les projette d'avance. Fait qu'on en a plusieurs comme ça, là. On a la démarche constitutionnelle, le développement économique, la SDI, le CLD, le marché d'alimentation, l'élaboration d'ententes de nation à nation. Puis, on en a quand même plusieurs. Si on va sur l'autre page aussi, on a aussi des fonds qu'on met déjà dans nos programmes d'habitation. Si on prend en dernier le 399 000, le programme d'habitation, puis le 64 300 au niveau des fonds de roulement de négociation. Puis les autres, on en a aussi pour la journée de réconciliation, le GRPN, l'opération du site Ouachachit. Fait que ça, c'est des fonds qu'on prend vraiment dans les fonds autonomes, mais que si jamais on reçoit du financement en lien avec ces projets-là, bien, dans le fond, les fonds autonomes, l'argent qu'on a pris ne sera pas utilisé. Ça, je vais revenir. On a fait des petits ajustements à la présentation. Ouais. OK, on parle tout ça des créations de postes. On va pas à l'autre avant, jeudi. OK, on va aller à la création de postes. Dans le fond, c'est parce que je n'ai pas fini le budget. OK, bien, je vais y aller avec ça là. OK. Dans le fond, on a fait une modification à la structure organisationnelle. Puis, dans le fond, je ne veux pas toutes vous les présenter. Dans le fond, ce qui est important à savoir, c'est les changements majeurs qu'on a faits. On a séparé certains services. Entre autres, on a créé la boîte loisirs, mobilisation, loisirs. Dans le fond, dans cette nouvelle boîte-là, on a la bibliothèque. Tout ce qui est le grand rassemblement, les activités vont être à partir de les grands rassemblements, les animateurs, tout ce qui est l'aréna, tout ce qui est activités, loisirs va se ramasser dans cette nouvelle boîte-là. Puis, on a aussi séparé, la sécurité publique va être sous la direction de droit et protection du territoire. On a créé beaucoup de postes. Puis là, je ne veux pas nécessairement tout nommer les postes qu'on a créés, mais si vous voyez présentement, il y a beaucoup de postes qui s'affichent. Ça y va par étapes. Là, on est à la première phase où on affiche les postes de direction. Après ça, il va y avoir la phase 2 où les postes qui sont plus des coordonnateurs et ainsi de suite, là, aller jusqu'à la fin. Parce que, dans le fond, on a modifié la structure considérant que, la pénurie de main-d'œuvre, il y a le manque de main-d'œuvre, mais on a une surcharge de travail. On s'en va vers une autonomie. Fait que pour être capable de pallier à toute la demande, fait qu'on a fait la création de ces postes-là. On a créé des postes de directeur, un enquêteur au niveau de la police. Au niveau du patrimoine culture, on a créé des postes de coordonnateurs, des agents Nélouéouane.
Au niveau de SMEC aussi, des coordonnateurs au principe de Jordan, des agents de relations humaines. Est-ce que je ne vois pas sur l'écran, mais ce n'est pas grave. Puis, on en a créé aussi des adjoints directeurs. On a créé aussi, au niveau du directeur général, on a créé un poste de directeur adjoint. Non, lui était avant. Là, il s'appelle, excusez, je perds dans mes notes. Je suis trop nerveuse. Conseiller aux stratégies à la mise en œuvre, qui va aider à tout le déploiement. Fait que ça bouge dans l'organisation. C'est surveillé. Il y a beaucoup d'emplois qui vont s'afficher. Faites-le partager à vos amis, à vos collègues, vos connaissances. Dans vos réseaux. Hein? Dans vos réseaux. Dans vos réseaux, oui, c'est ça. Après ça. Au niveau des... quand on a fait la modification au poste à la structure, on a fait quand même l'abolition de certains postes. Les postes qui ont été abolis, c'était des postes qui étaient à durée déterminée. Exemple, qui finissaient au 31 mars, qui n'ont pas été reconduits. Et aussi des postes qui étaient d'étudiants qui n'étaient pas reconduits dans certaines unités. Fait qu'on s'est quand même amené à la modification au plan d'effectifs, c'est plus de 28 202. On a reconduit des postes, c'est ce que je disais tantôt. Les postes qu'on a abolis, c'était ceux qui avaient sans impact financier. C'était des ajouts des retraites, période de remplacement en cas d'absence pour maladie. Il y avait des modifications de classe d'emploi, des modifications de titre. Exemple, un agent qui devenait un coordonnateur, fait que le poste d'agent est aboli. On créait le poste de coordonnateur. Il y avait quand même une modification, mais il fallait abolir le poste d'agent. Et on avait aussi des modifications du nombre d'heures par période de paie, puis les modifications de statut de poste qui sont passées de période déterminée à indéterminée. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les postes déterminés, c'est ceux qui ont, quand les gens sont engagés, ils ont une durée, mettons, qui finissent au 28 mars, au 31 mars, tandis qu'un indéterminé, c'est un poste permanent, dans le fond. Sur l'autre tableau, on voit aussi, OK. Ça, c'est l'allocation budgétaire approuvée pour chacun des secteurs. Dans le fond, on a, si vous remarquez, ce qui est important de remarquer, c'est pour chacun des secteurs, on a le salaire et avantages sociaux, la première colonne. La deuxième colonne, c'est les dépenses d'opération pour chacun des secteurs. Puis, la troisième colonne, c'est le service à l'enfance et à la famille, aide aux individus, entente de partenariat. C'est aussi les montants, puis ça donne un total comme je vous disais tantôt, de 74 000. Si on regarde dans l'autre tableau, je ne vous les passerai pas en détail, mais si... il n'est pas dans l'autre tableau, il est dans plus loin. Vous allez voir, dans le fond, la grande majorité de notre budget, c'est au niveau des salaires. Ça équivaut à 51 % de notre financement. C'est les salaires. L'information complémentaire sur les allocations dédiées aux services à l'enfance et à la famille, programme d'aide. Services à l'enfance et à la famille, on a le placement en foyer nourricier qui est de 1 613 000. On a les placements en établissement qui est de 454 010. On a au niveau des programmes d'aide aux individus, transport médical qui est un projet pilote de 621 000. On a les soins à domicile qui est de 301 350. Les programmes au secondaire qui est de 52 395. Les programmes postsecondaires qui est de 5 273 688. Les formations, c'est 21 000. La sécurité du revenu, c'est 2 879 000. Centre de services en emploi et formation, le CSEF, 928 759. Les autres allocations dédiées aux ententes administratives, aux dépenses, on a les ententes administratives qui est la SDI de 803 000, le programme de soutien à l'économie collective de Machoyat qui est 280 000, Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC 305 000, produits forestiers résolus 4 797 000, Centre d'affaires et marché d'alimentation 600 000. On a des dépenses à l'échelle organisationnelle qui est des services centralisés. Les honoraires juridiques, frais d'élaboration du rapport annuel, les capsules, web, refonte du système et du portail, 235 281 000.
Honoraires vérificateurs, frais pour le matériel standard, papier programme de reconnaissance, licence de logiciel, les frais de télécommunication, frais pour les affichages de postes, 351 357. Les dépenses d'entretien et de fonctionnement des bâtiments et des infrastructures publiques, la gestion des déchets, 2 681 881 000. Si on regarde le graphique, où on voit vraiment la répartition depuis 2013, dans les 10 dernières années, la fluctuation des revenus. Dans le fond, ce qui est en rouge, c'est la masse salariale. Puis en bleu plus foncé, qui est sur le dessus, là, c'est vraiment les dépenses de fonctionnement au niveau de l'organisation. Fait que quand je vous disais tantôt, vous voyez, la partie rouge a toujours été plus importante que le reste. C'est vraiment... Puis même si on est monté à 74 millions, on garde la même braquette de 50 51 % au niveau de la masse salariale. On a l'année 22, on a une petite note au niveau de l'année 22, 23 et 23, 24 qui sont constituées des données budgétaires, allocations budgétaires approuvées et celles demandées, puisque les données réelles ne sont pas disponibles à ce jour. Les éléments qui sont non inclus à l'allocation budgétaire qui est approuvée au 31 mars 2020, qui est approuvé. On a le volet financement. Dans le volet financement, on a le mode de financement du SEFPN, qui est la contribution versus les taux unifiés versus la révision de la formule de financement qui est en cours. Puis on est en attente des résultats des travaux. La négociation du financement en lien avec le transport médical, qui est un projet pilote, comme je vous disais tantôt, lui est en mode contribution globale. Ce que ça veut dire en mode contribution globale, c'est que dans le fond, dans le ministère, il verse un fonds, puis c'est tout, l'argent est mis dans ce fonds-là. Avant, on avait il était dédié spécifique à ça. Là, il est plus dans le général. Poursuite ou interruption des négociations au niveau d'un traité, financement et dépenses opérationnelles, environ 637 000, dont 586 en salaire. Entente sur les enjeux fauniques et forestiers, ça a été échu au 31 mars 2023. On est en attente. Demande de financement ponctuel effectuée tout au long de l'année financière. Au niveau du volet rémunération, on a les négociations de la convention collective avec l'Association des policiers et policières de la sécurité publique de Maastricht. On a la reprise des négociations qui se font en 2023-2024, qui sont déjà commencées. L'employeur est en attente du cahier de charges, dans le fond des demandes. La négociation de la convention collective avec le SCFP, qui est le personnel infirmier. La convention a été échue le 13 mars 2023. Des séances de négociation sont planifiées à compter de mai-juin. Ça va commencer 2023. On a la relance des travaux de la structure de participation du personnel Kitchakachun. Ça, c'est au niveau des conditions de travail. Puis augmentation économique annuelle à présenter en juin 2023 à Katakou-Mettcheta. Les autres éléments qui ne sont pas inclus dans le budget, ça, c'est ceux qui peuvent avoir un impact, augmenter le budget. Les autres éléments, on a l'ajustement de la structure administrative suite à la réflexion sur notre offre de services et ça en considérant nos aspirations de gouvernance et d'autonomie. Je vous disais tantôt, on a fait une modification à la structure. Bien, cette structure-là va vivre, puis il risque d'avoir peut-être d'autres changements à cette structure. La révision de certains programmes au DMO, exemple NICACH ou PAWATS, devront faire l'objet d'une présentation à Katakou-Mettcheta afin d'obtenir une allocation budgétaire supplémentaire. La révision des programmes et services qui génèrent de l'endettement. L'impact sur la livraison des programmes et services, l'augmentation du membership, S3. Le plan d'action clientèle vulnérable, itinérance, santé mentale, dépendance, puis le plan de revitalisation du Nilwoon. Ça, c'est tous des dossiers qui sont en analyse puis que tantôt ils peuvent avoir un impact sur le budget qu'on présente. Fait que ça serait tout pour le budget. On serait rendu aux immobilisations. Donc, c'est mon tour. Quoi, tout le monde? De mon côté, je vais présenter la planification annuelle d'immobilisation 2023-2024. En tant qu'organisation, Péquot-Gamianous-Técoéken a une responsabilité de s'assurer que nos infrastructures restent fonctionnelles là, pour la population pour les années à venir. Donc, c'est sûr que tout ça passe par excusez, les mots m'échappent, un entretien régulier puis rigoureux, dans le fond, de nos infrastructures pour s'assurer que les gens puissent avoir des infrastructures là, sécuritaires et fonctionnelles là, pour les services offerts à la population.
Pour ce qui est de la planification annuelle de 2023-2024, ce qui est prévu dans nos budgets, c'est un montant de 1 522 046 $ qui est prévu là, pour les projets pour cette année. Tout ça, c'est divisé en 3 parties, 3 priorités. La priorité 1, ça veut dire les projets qui, normalement, devraient être faits en premier. C'est des projets qui sont essentiels et urgents d'un point de vue là, technique, ce qui touche la santé, sécurité, les mises aux normes, etc. La priorité 2, c'est les projets importants, mais non urgents, et ça, en fonction des fonds disponibles. Et la priorité 3, c'est les projets de développement. Tout ça, comme je l'ai dit tantôt, là, ça va selon les priorités. Ça veut dire que si dans la priorité 1, il y a des projets, des fois, qui risquent peut-être de prendre un peu plus d'argent, ça peut arriver que dans les projets 3, il y a peut-être des choses qui vont sauter, qui normalement auraient dû être faites au courant de l'année, mais qui ne pourront pas nécessairement être faites dû à des projets peut-être qui auront coûté un peu plus cher là, au courant de l'année. Pour ce qui est de la planification 2023-2024, ça ne sort pas de nulle part. Ça sort d'une planification quinquennale qui se fait normalement aux 5 ans. Comme là, on est en plein milieu de la planification quinquennale. On est à la 3e année d'un projet quinquennal 2021-2026. Puis tout ça découle d'un plan directeur aussi. Là, un plan directeur, ça veut dire qu'on regarde vers quoi on veut que la population, pas la population, mais que la communauté se tourne au cours des 20 prochaines années. Ça veut dire que tout ça découle de ça. Fait que dans le fond, on doit s'assurer que pour ce qu'on projette dans 20 ans, qu'on puisse s'assurer de mettre les infrastructures nécessaires en place pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs. On va passer à l'autre. Je vais rentrer un peu plus dans les détails pour ce qui est des projets, parce que je trouve ça important là, de savoir qu'est-ce qui s'en vient au juste là, pour l'année en cours. Où est-ce que l'argent va de cette planification là, annuelle d'immobilisation. On a nos programmes, les communications et rénovations, qui sont là pour un montant de 356 000 des programmes d'habitation. Hein. Ensuite, au niveau des infrastructures, on a un montant de 483 789 qui vont aller dans les réseaux, l'aqueduc, égouts sanitaires, pluviales, routes et éclairage, des entretiens réguliers dans le fond. Ensuite, on a, dans la catégorie scolaire, on a un montant de 363 303 $ qui va être mis au niveau de la réfection de 3 salles de bain à l'école Amish, de matériel à l'école, dans les écoles, des ameublements, puis des outils pour l'éducation. Pour ce qui est des bâtiments communautaires, il y a un montant de 75 000 $ qui est mis dans des travaux d'entretien aussi qui sont réguliers, que ça peut être du plastrage, de la peinture ou peu importe. Là, c'est des choses comme ça là, pour qu'on puisse justement s'assurer que nos bâtiments soient entretenus régulièrement. On a ensuite des véhicules et équipements roulants. On a un montant de 15 000 $ qui est prévu pour ça, pour le remplacement d'un véhicule et équipement roulant, c'est-à-dire qu'on a prévu avoir un véhicule tout-terrain pour le site Ouachassit ici, c'est-à-dire un 4 roues, pour qu'on puisse faire fonctionner comme il faut le site Ouachassit. Ensuite, on a des équipements et matériels pour un montant de 208 954 $. On a prévu de mettre dans l'entretien et le remplacement des équipements informatiques, bureautiques et ameublements. Ensuite, on a le développement en territoire pour un montant de 20 000 $ dans l'entretien des infrastructures en territoire. Comme on sait, on a des différentes infrastructures. Quand on pense à Oushkouchipi, où est-ce qu'à chaque année, on a des rassemblements qui se font là. Fait que c'est sûr que tout ce qui est là, il faut l'entretenir annuellement. Fait que c'est un 20 000 qui va là. Fait que c'est ce qui ferait le tour pour ce qui est du 1 522 046. Sauf que ça ne se finit pas là. On a d'autres projets qui sont prévus pour l'année en cours. Mais qui ne sont pas nécessairement prévus dans le budget d'immobilisation. Ça veut dire qu'on a, entre autres, là, les programmes d'habitation comme l'accès à la propriété Némine Kakun, les programmes intergénérationnels, les réparations d'urgence, l'adaptation, soutien promoteur, tout ça, c'est pris via les fonds autonomes. Fait que ça ne fait pas partie du budget vraiment d'immobilisation, c'est pris via les fonds autonomes. Ensuite, on a la construction qui est prévue cette année de 3 jumelés, de 6 unités, dans le fond, qui est un montant qui nous est fourni par la SCHL puis MSAC. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. On sait que la pénurie pas la pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie de logement, souvent, il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, là, mais ça va bien faire. Là, ça va venir amener 6 nouvelles unités pour des familles qui vont vouloir se loger là, dans ces logements-là. Ensuite, on a tout le monde en a entendu parler, l'intersection qui est beaucoup discutée dans les médias dernièrement là, avec notre nouvelle route qui va sortir sur la route régionale. Fait qu'on a un montant qui est prévu aussi par le ministère du Transport pour l'intersection qui va être là.
Fait que c'est des montants qui sont fournis par le ministère du Transport pour qu'on puisse rejoindre là, la route régionale. Ensuite, il y a ici il y a un aménagement qui va être fait là, pour le site Ouachacite, pour un stationnement. Fait qu'il y a ça qui va se faire au courant de l'année. Là, il y a un aménagement aussi d'un parcours de vélo, le fameux pump track. Là, il y en a plusieurs jeunes qui attendent ce pump track-là, mais ça devrait être fait au courant de l'année aussi. Ça va venir via des fonds là, qu'il y a à Santé Mieux-être Collectif. Ensuite, il y en a l'agrandissement du stationnement de la sécurité publique qui va être fait au courant de l'année. Il y a la construction d'un pavillon culturel pour les écoles. On l'a annoncé l'automne passé. Il a fallu retourner là, en appel d'offres dernièrement, mais ça devrait être fait au courant de l'année. Puis ensuite, les plans et devis pour des travaux d'agrandissement du poste de police et un plan et devis pour la construction d'une nouvelle caserne aussi, parce que les besoins sont à combler au niveau de notre sécurité publique, là, autant au niveau des pompiers que des policiers. Ensuite, c'est sûr qu'on veut toujours, on a d'autres projets qui sont ciblés dans la planification quinquennale, mais qui ne sont pas nécessairement prévus là, dans ces budgets-là parce qu'on n'a pas de confirmation encore. Mais sauf qu'on travaille fort pour aller chercher du financement avec des enveloppes un peu partout avec les ministères. On essaie de cogner à plusieurs portes. Là. Entre autres, on a des projets là, au niveau de l'ajout d'un étang aéré et de l'acquisition de terrain. La mise à niveau de la station là, de pompage là, pour augmenter la capacité de pompage. Il y a le travaux de mise aux normes des garages, là, des travaux publics, droit et protection du territoire, site Ouachacite, nos 3 gros garages qu'on a pour desservir la communauté. On essaie de les remettre aux normes. Fait qu'on essaie d'aller chercher du financement pour ça aussi. On a la construction d'un café jeunesse, évidemment, qui est prévu. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille fort pour aller chercher là, du financement. L'agrandissement de l'école Amish. On aimerait bien que l'école Amish puisse être plus grande, plus adaptée aussi pour nos élèves. Ensuite, on a la construction d'un centre de formation et autres services scolaires qu'on aimerait bien là, pouvoir aussi mettre en place. On a la construction d'une maison des aînés. Ça aussi, c'est bien important. Là, on aimerait bien aussi. Parce que là, présentement, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas aux normes. Fait que ça aussi, ça devient une priorité. Là. On aimerait bien que, surtout avec la pandémie, on sait qu'il y a des nouvelles normes qui se sont installées au niveau, entre autres, de l'aération. Fait qu'on veut s'assurer que toutes nos infrastructures répondent aux normes actuelles. Fait que tout ça, il faut aller chercher du financement pour tout ça. On a la construction d'un bâtiment pour les organismes communautaires, qu'on tient beaucoup aussi, fait qu'on continue à travailler là-dessus. On a d'autres projets, là, présentement. On a plusieurs, là, écoute, Patrick, si je me souviens bien, on a pour 82 millions, écoute, je ne fais pas loin, on n'avait pas loin d'une centaine de millions. On a 82 millions de projets qui sont dans la planification, mais qu'on réussit à faire. On a 1 million par année pour réussir à faire quelques projets, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Fait qu'on essaie toujours d'aller chercher du financement supplémentaire pour réussir à mettre sur pied ces projets-là. Oui, c'est vrai. Puis là, c'est sûr que ça peut arriver. Je donne l'exemple là, du centre de conditionnement physique en 2017. C'est un projet qui faisait partie de la planification quinquennale, mais qui n'était pas dans priorité 1 ni priorité 2, qui était priorité 3. Ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'il y a eu le gouvernement Trudeau qui a été élu en 2015 et 2016 sont arrivés avec un programme d'infrastructures communautaires et récréationnelles pour les communautés autochtones. Fait que ça nous a permis, quand on a déposé, quand ils ont vu qu'on l'avait déjà dans notre planification quinquennale, on a déposé le projet, ils ont vu que ça faisait longtemps qu'on y tenait, fait qu'ils nous ont donné un financement. Fait que ça a passé des fois par-dessus d'autres projets qui étaient priorité 1, mais qui étaient dédiés justement au niveau des infrastructures récréationnelles. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des choses qui sont priorité 3 qui peuvent être faites avant la priorité 1 et la priorité 2. Fait que ça ferait le tour de mon côté. On serait rendu à la pause, il y a des petites bouchées. Puis après ça, on prendra vos questions. Vous avez là, eu l'occasion d'assister à la présentation du budget 2023-2024, c'est bien ça, 2023-2024, ainsi que le plan d'IMO. Donc, pour nous, c'est une étape qui est assurément importante. C'est sûr qu'on est dans planification. Bien souvent, là, notre obligation, là, formelle en vertu de la loi sur notre loi sur l'administration financière et des obligations avant, portait beaucoup là, sur notre obligation d'aller présenter les états financiers
Mais on s'est aperçu que c'était intéressant parce qu'on voit bien sûr le détail de comment est-ce qu'on a géré là, les fonds de la communauté et tout le financement, mais on ne peut pas échanger sur les perspectives, c'est du passé. Fait que nous, on trouvait ça important là, depuis déjà plusieurs années. Je pense que dans la communauté, là, c'est une pratique qu'on s'est donnée de venir vous présenter le budget qui était adopté pour la prochaine année financière. Donc là, on est vraiment dans la projection. On est capable de vous parler des priorités d'intervention, les projets qu'on souhaite mettre en œuvre, etc. Donc, on trouvait ça beaucoup plus intéressant également de venir compléter là, cette présentation, d'autant plus que comme vous l'avez pu voir, là, on est rendu avec de très grandes responsabilités sur le plan financier. Là. Donc ça, il faut que la communauté là, puisse là, nous suivre là-dessus. C'est important comme grande responsabilité. Puis je pense que Guylaine vous a partagé que un peu après l'adoption des états financiers, on va venir vous présenter également un état de situation sur les fonds autonomes. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important. Là. Donc, c'est important de suivre. Là, c'est ce que moi, j'appelle là, ce portefeuille collectif. OK? Donc, c'est important. Donc, on serait rendu là, à la période de questions. Je me permettrais peut-être là, de vous partager un peu l'état de situation. On l'a fait par le biais des médias, puis on a envoyé un communiqué dans toutes les cases postales de la communauté. On a utilisé nos médias sociaux également pour vous faire état de la situation par rapport à la négociation territoriale globale. Okay? Donc, comme prévu, on a terminé la négociation le 31 mars dernier. Je vous dirais qu'on est à 95 % d'un projet de traité qui pourrait potentiellement être intéressant. Malheureusement, dans le dernier droit, le Québec n'a pas été au rendez-vous. Le Québec, semble-t-il, a manqué de temps pour finaliser là, leur processus d'analyse pour nous déposer les dernières offres au niveau du financement. Au niveau du financement, puis au niveau des compensations là, pour dommages passés, particulièrement là, dans les... comment est-ce qu'on appelle ça, Carl? L'installation hydroélectrique, la puissance électrique installée sur une tassinade. Donc, il y avait ces deux particularités-là. Donc, semble-t-il là, que ça a bugué dans la machine, puis on n'a pas eu l'occasion, le Québec n'a pas eu l'occasion de nous soumettre tout ça. Donc, on ne peut même pas parler qu'on a de la divergence et qu'on n'a pas eu l'occasion de terminer ça. Là, présentement, notre négociateur en chef est en préparation pour nous présenter un peu l'état de situation. OK, ils vont venir faire un topo. On s'était entendu avec le gouvernement du Canada. OK, c'est important. Il restait bien sûr là, quelques enjeux avec le Québec. Donc, notre négociateur, avec son équipe, va venir nous présenter un peu l'état de situation. OK, ça va prendre quelques semaines. On espère pendant cette semaine-là qu'on puisse avoir un signal là, du Québec, même si c'est en retard, pour voir si effectivement ils ont toujours l'intention de travailler dans un projet de traité avec nous, ou si le Québec va provoquer l'échec de la négociation. Okay? On a, depuis le 31 mars, et je vous dirais, là, ça a été notre message en février passé, on tentait là, de rencontrer le premier ministre pour un peu là, déjà le sensibiliser. Parce qu'on savait pertinemment là, que le 31 mars, là, inévitablement, comme dans toute autre entente de ce genre à travers le pays, bien souvent, ça se règle là, à minuit moins une avec un premier ministre. Malheureusement, il n'était pas au rendez-vous. Fait que, on attend des nouvelles pour rencontrer là, le premier ministre et son bureau pour un peu là, faire état de la situation et voir la suite des choses, donc par rapport à leurs intentions. Donc, on va assurément vous tenir au courant sur la suite des choses. Hein. Donc, présentement, là, on va être, nous, là, en mode appropriation de l'état de situation. On souhaite toujours là, venir auprès de la population avec un projet de traité. Sinon, on va venir auprès de la population avec un état de situation. Et là, on va décider après ça qu'est-ce qu'on fait.
OK? Donc, tout ça, c'est à venir. Là, je vous dirais probablement qu'en mai, on aura d'autres indications un peu plus là, importantes là, et d'actualité à vous partager. OK? Donc, c'est l'état de situation à ce moment-ci. Maintenant, pour cette partie de questions, d'échanges, comme à l'habitude, je vous invite là, à venir vous présenter au micro. Prendre là, quelques minutes pour adresser votre question, vous présenter. Également, là, dans la salle, il y a Madeleine Jourdain qui peut nous aider là, pour la traduction. Si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas. Là, Madeleine là, va vous donner un coup de main là, à ce niveau-là. Donc, là-dessus, la parole est à vous. On va bien sûr là, se concentrer sur la présentation du budget, les questions par rapport au budget et sur le plan d'IMO, c'est bien ça, le plan d'IMO là, qu'on vous a présenté. Alors, questions, commentaires? Quoi, Nina? Quoi? Je me sens petite. Nina Bassam, fidèle à mes habitudes, je vais venir vous poser une ou deux questions. J'aurais aimé ça, là, voir c'était quoi là, ce qui était projeté l'année dernière là, dans le budget. Là, on a vu les chiffres là, réels, mais ça aurait été le fun de voir c'est quoi qui était projeté. Je ne suis pas sûr que c'était pas loin d'1 million de déficit. Si je ne me trompe pas, là, ça ressemblait à ça. J'ai eu de la misère à suivre là, la présentation, c'est allé un peu rapidement. Fait que ça nous aurait peut-être permis d'avoir une idée là, un peu à quoi s'attendre cette année, là, une affaire de 280 000 de déficit, si je ne me trompe pas, là, voir si c'était semblable l'année passée, puis que finalement on va encore frôler le million cette année, ce serait un peu plate. On n'a pas de loi sur le déficit zéro, c'est ce que j'en comprends. Des copies papier, ça aurait été apprécié. Il y a vraiment beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de chiffres. C'est moi qui vieillis ou bien, je sais pas, mais je voyais rien, là. Fait que, un peu des deux. Puis, ce serait apprécié là, d'avoir des copies papier ou par courriel à la limite, là. Puis, j'aimerais aussi avoir une période de questions là, au début de la prochaine rencontre publique pour qu'on puisse revenir là, sur les questionnements là, qu'on ne peut pas poser ce soir vu qu'on n'a pas... j'ai rien en avant de moi pour pouvoir soulever des questionnements. Je n'ai pas eu le temps de suivre non plus la présentation. Puis comme je disais, ben, ça a l'air qu'il va falloir que j'aille me faire des lunettes. Merci. Tinashkamtan, Nina, est-ce qu'il y a des questions, des réponses? Bien, en fait, moi, oui? j'ai pris en note. Je vais t'envoyer la copie. Puis j'ai un autre. À ceux qui me l'ont demandé, s'il y en a qui veulent l'avoir par courriel, on va vous l'envoyer par courriel, la présentation, là, si vous voulez la regarder comme il faut. Là. Puis effectivement, prochaine rencontre, on le prend en note, puis vous pourrez poser vos questions en lien avec ça, le budget. Mais un constat, là, on a présenté, là, c'est sûr qu'on a un déficit anticipé, là, OK, de 200 quelques mille dollars, OK, sur un budget total de 74 millions. Hein? Donc, on peut estimer qu'on est en équilibre budgétaire. OK? Moi, il y a eu des années là, où on avait là, au-dessus d'1 million de déficit anticipé, là, puis on l'adoptait, puis on mandatait notre organisation à rechercher du financement, sinon, bien entendu, à s'assurer qu'on a un équilibre budgétaire. Je pense que dans les dernières années, on a pas mal été là, d'équilibre budgétaire où on a fait des surplus budgétaires. Okay? Fait que moi, je pense que on est en santé financière au niveau de l'organisation là, depuis là, quelques années, mais ça sous-entend, bien sûr, qu'il faut toujours être vigilant, il faut faire des choix à un moment donné, puis partir en recherche de financement là, pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans un état de déficit année après année. Parce que, vous l'avez vu, hein, il y a au-dessus de 51 %, c'est notre masse salariale. Puis là-dessus, là, on ne peut pas tant jouer que ça. Là, donc, c'est année après année. Après ça, tu as les frais fixes qui reviennent. L'électricité, c'est un frais fixe, fait que tu ne peux pas venir réduire ça tant que ça. Après ça, tu as les programmes, les frais destinés au niveau des programmes, les programmes
d'aide aux individus. Ça, il ne faut pas toucher à ça. Puis ça, donc, c'est quand même là, assez complexe, là, mais je pense qu'avec l'équipe, là, on réussit bien là, à gérer là, le budget là, dans un contexte d'équilibre budgétaire, là, même si on n'a pas une loi, effectivement, là, de déficit zéro au niveau de l'organisation. Donc, on a quand même des encadrements. On a la loi sur l'administration financière où ça vient tout nous paramétrer dans comment on gère, comment on sort les fonds, comment on le... Fait que, on a plusieurs encadrements qu'on va respecter. Comme là, on a adopté un budget. Mettons qu'il arrive, je ne sais pas moi, un déboursé qui n'était pas prévu au budget, bien, c'est encadré. Il faut que ça soit présenté au comité de finances et d'audit, un comité qui est fait avec des citoyens, puis qui analyse. Eux sont comme les chiens de garde de la population au niveau, parce qu'on le rajoute, il n'était pas prévu. Fait que, c'est quand même paramétré, puis peut-être qu'il faudra, parce qu'on est en train de revoir aussi ces encadrements-là, fait que peut-être que ça pourrait être intéressant. Là, moi, je le prends quand même en note. Mais une idée, effectivement, c'est de tenter de rendre ça rapidement public là, les prochaines années pour s'assurer, effectivement, que les gens puissent nous suivre et puissent le consulter. Parce que quand on parle des chiffres, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Là. Un paquet de programmes qui ne faisait même pas partie du budget qui était présenté. Ouais. Bien, en fait, oui, ils sont partis. C'est juste que tu parlais-tu des programmes qui viennent au niveau des fonds autonomes? Tu avais une diapositive. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est dans le fond, ils sont... c'est de l'argent qu'on prend dans les fonds autonomes, mais ils sont quand même inclus dans le budget. Là. C'est juste que... On l'a identifié. Ce qu'on a voulu identifier, c'est ce qu'on utilise des fonds autonomes. C'est ça, l'objectif, c'est que ce qu'on utilise des fonds autonomes pour des programmes et services. Donc, c'est pour ça que c'est un step de plus en matière de justification des fonds autonomes. Parce qu'on veut s'assurer que quand on utilise les fonds autonomes, notre portefeuille collectif, là, on veut rendre compte rapidement là, à la population. Tous les autres fonds, c'est effectivement là, par rapport aux bailleurs de fonds. Ottawa principalement. Là, la majorité, comme vous avez vu. C'est pour ça qu'il y avait une diapo là, juste pour ça. D'autres commentaires? Questions? Oui, vas-y. Vous voulez m'excuser pour le caribou? Non, en fait... Ils l'ont tous vu, le post sur Facebook, finalement. Non, c'était pour rajouter, Nina, pour la compréhension des états financiers. Quand on parle d'un déficit anticipé, c'est toujours en prévision de notre masse salariale, la plupart du temps, qu'on va prévoir un déficit. Parce que ce qu'on prévoit comme état financier ou comme budget, c'est une prévision, puis c'est basé sur la masse salariale, sauf que nos postes ne sont pas entièrement comblés. On est en pleine pénurie de main-d'œuvre depuis des années. Donc, à chaque année, on anticipe un déficit, puis le déficit il est anticipé en fonction du fait qu'on considère que si tous les postes sont comblés. Et le 900 000 de l'année passée, le déficit, c'est tout en masse salariale? Bien, peut-être pas tout, là, mais il y a une partie qui est... Mais non, c'est pas mal, oui, c'est pas mal tout ça. Parce que à partir du moment où on comble nos postes, puis souvent, le déficit de 900 000 l'année passée, le prévisionnel était beaucoup plus élevé que 900 000. On avait, je me souviens bien, c'est une couple de millions qu'on prévoyait comme déficit l'an dernier. Là. Puis parce qu'on n'a pas réussi à combler tous nos postes de notre organisation, mais ça a réduit le déficit. Mais tu me dis qu'il est calculé la masse salariale en fonction de si les postes seraient tous comblés. Puis finalement, s'ils ne sont pas, on va regagner un peu d'argent là. Mais là, exactement. Le déficit de l'année passée, 900 000, vient de la masse salariale. Oui, mais il aurait été plus élevé que ça si tous les postes avaient été comblés. Donc, il faut vraiment... Quand on parle d'un déficit anticipé... Hein? Il n'était pas calculé? Bien, il est calculé, mais on prévoit toujours... Nous autres, on n'a pas le choix, dans un but de transparence, de faire comme si l'organisation était omnipotentiaire à 100 %. C'est comme si quand on fonctionne à 100 % on anticipe tel déficit. Mais à la fin de l'année, on arrive tout le temps qu'on n'a pas fonctionné à 100 % des effectifs, on n'a pas fonctionné à 100 % des financements dans tout. Ce qui fait qu'on arrive avec un déficit qui est un peu plus petit que ce qui était anticipé. C'est toujours, à chaque année, c'est la même chose. Puis la plupart du temps, comme Gilbert a dit, d'année en année, la plupart du temps, c'est des surplus qu'on a même plutôt que des déficits. Absolument. Mais c'est une réalité là, de gestion qui est là. Le jour où, effectivement, là, on n'aura plus de difficulté à doter tous nos postes, là, effectivement, on va devoir se questionner, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir préserver la même masse salariale? Parce que là, effectivement, on va être en déficit réel. OK? Donc, présentement, on ne réussit pas. C'est pour ça qu'il y a, dans le fait qu'on accepte un déficit anticipé, on suit notre historique, puis on dit, bon,
Normalement, là, historiquement, là, dans les 5 dernières années, on réussit, par exemple, puis c'est pas le bon chiffre, mais je vais vous donner l'exemple, on réussit, par exemple, là, à doter 80-90 de nos postes. Donc, il y a toujours une marge de manœuvre. Et ça, à chaque année, là, cette marge de manœuvre-là nous permet de dire, on est en déficit de 200-300 000. Avec cette marge de manœuvre-là, par rapport à notre historique, on est capable d'autoriser là, ce budget-là. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait l'équation. Mais comme je le dis, le jour où on va être là, on va doter tous nos postes, effectivement, là on va avoir d'autres enjeux. D'autres enjeux. Fait que c'est le phénomène là, quant à l'administration de nos fonds présentement. D'autres commentaires, d'autres questions? Il était-tu bon? Ça a l'air qu'il l'a donné. Ça a l'air. En parlant de caribou, il y en a une qui triple là-dedans. Quoi, Noémie? Ouais, donc, comme tu as dit, oui, mon nom, c'est Noémie Basilich. La fille à Tipol. Puis à Huguette. Et ainsi de suite. Donc, on a fait, comme d'habitude, avec Poicouteur, on a fait un café-causerie, puis on a quand même pas mal parlé de... Surtout, nous autres, on avait des interrogations à propos de la restructuration organisationnelle. Un grand mot, ça. Puis, c'est ça, on s'est rendu compte que souvent, dès qu'on appelle la sécurité publique, ils vont nous dire on peut pas rien faire, il n'y a pas de loi pour ça, puis c'est toujours les mêmes choses. Après ça, on demande à qui de bord on peut demander pour changer des lois? Au conseil. On appelle au conseil. C'est à qui qu'il faut parler pour ça? Il y a les conseillers avec qui on peut demander, ou sinon telle personne, tel directeur, ou sinon c'est l'administration qui tranche. Puis ça fait que on dirait qu'après ça, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que là, on se demandait, à cette heure que maintenant, l'organisation a changé, on a vu, la bulle était quand même assez claire. Il y a les conseillers, le chef, puis la direction générale. Fait que là, on se demandait, est-ce que les trois vont être égales? Y en a-t-il qui va avoir un droit de veto plus fort que l'autre? C'est des choses de même. Puis on peut faire en sorte aussi que, justement, des lois que la population voudrait faire passer se fassent justement écouter et passer. Juste un exemple, le feu d'artifice et les maudits chiens. Là, justement, c'est quasiment Bagdad, ça va venir de chez nous, ici. Fait que c'est ça. C'était ça notre question à nous autres, ouais. les femmes. Très, très, très bonne question. Très belle réflexion. Bravo. Tout d'abord, là... En passant, c'est vrai, justement, une affaire qui est importante, c'est que, justement, les chefs et conseillers sont élus par nous autres, donc on s'est dit, c'est eux autres qui représentent notre voix. Et ceux qui sont dans la direction générale, c'est comme un peu des fantômes, des personnes qu'on ne sait pas c'est qui, puis ils savent-tu qu'est-ce que nous autres, on veut dans la communauté, la petite population. Donc, maintenant, je te laisse parler. Oui, c'est notre chien-mitaine, Noémie. Puis, effectivement, c'est notre mandat. Hein? C'est notre mandat de traduire en action, en orientation, en priorité, ce que la population souhaite. Hein? Donc, vous nous avez élus avec nos convictions, nos propositions, nos approches. Et nous, on traduit ça, bien sûr, en orientation et en action sur le plan organisationnel. Et l'administration, donc, incluant, bien sûr, là, toute l'équipe là, de direction, a la responsabilité là, de mettre en œuvre, bien sûr, là, nos orientations. C'est clair que l'organisation administrative, là, par exemple, les directions qui possèdent des compétences plus raffinées, plus fines dans certains créneaux, en santé, là, vous voyez, là, il y a pas, c'est pas nous qui maintenons la compétence. Par contre, on est capable de traduire en orientation, en objectif, ce que la population souhaiterait, là. OK? Donc, suite à même la question de la consultation qu'on a faite là, pour ériger nos orientations. Ça, c'est notre job, c'est notre responsabilité. Et après ça, on confie ces mandats-là à notre administration qui le met en œuvre. OK? Donc, il y a un seul patron à bord, c'est pas le chef, c'est Katakwa Macheta, lorsqu'on est réunis en assemblée.
OK? Donc, c'est nous qui donnons les directives, c'est nous qui adoptons tous les programmes, tous les encadrements. Puis après ça, l'administration a la responsabilité de mettre ça en œuvre. OK? Puis de gérer le personnel. C'est pas nous autres qui gérons le personnel. Nous, on donne les encadrements. Donc ça, c'est notre responsabilité. Tu as touché un bon point. Comment on peut faire en sorte de proposer un projet de loi, un projet de règlement. Puis ça, là, c'est vraiment là, un élément qui est important. Puis c'est un des facteurs qu'on tente là, d'améliorer là, pour nous aider, nous politiciens, là, à s'assurer qu'on puisse faire évoluer des projets de loi, proposer des projets de règlement, etc., des projets de politique nationale, etc. Donc, la structure va sûrement nous aider là, à mieux structurer ça. Guylaine, qui est notre directrice générale, justement, là, est en train de nous donner comment est-ce qu'on dirait ça, là, un mécanisme là, pour éventuellement se doter de projets de loi au niveau de la communauté. Puis un des projets de loi là, qu'on va éventuellement vous présenter, ou vous présenter l'intention, puis on va le développer ensemble, c'est sur la fameuse loi là, sur la protection de nos enfants. Je ne veux pas utiliser là, la fameuse appellation de la DPJ, là, ça va être un autre type de loi là, qu'on va se donner, là, qui va, je pense, être beaucoup plus proche de nos valeurs, de nos enjeux. Mais c'est ce genre de loi-là. Okay? Ça peut être des règlements, ça peut être des politiques. Donc là, c'est un mécanisme avec la population. Et ça, c'est nous autres, les élus, là, qui ont le mandat et le pouvoir de faire évoluer nos encadrements là, de ce genre-là. Loi, politique, code, politique nationale. On a fait le tour, je pense. Hein, c'est à peu près ça. Là. Donc, ça, c'est nous autres. Donc, si tu veux un règlement là, pour empêcher là, de faire en sorte que, sur semaine, par exemple, là, on n'utilise plus les feux d'artifice, bien, c'est nous autres, ça, là. C'est pas sécurité publique, c'est pas travaux publics, c'est sur le plan politique. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prend ça, et après ça, on en débat, voir si effectivement, là, on fait front commun, hein? Donc c'était important. Puis après ça, on confie un mandat de développer une loi pour atteindre cet objectif-là. C'est comme ça que ça se passe. OK? Donc ça, là, c'est vraiment sur le plan politique que vous devez venir nous voir. Tous les grands programmes, là, les lois, les règlements, les politiques, là, c'est sur le plan du Conseil. Cataqua Macheta, là, vous pouvez venir nous influencer là-dessus. C'est bon? Je ne sais pas si d'autres... C'était plus pour dire que, dans le fond, on a peut-être déjà des encadrements qui ont été faits en vertu de la loi sur les Indiens. Puis on était quand même limité, mais au fil des années, on s'est quand même doté de certains, entre autres, si je parle du Code foncier. Si on s'en va vers la Constitution, c'est des éléments qui vont nous permettre d'aller régir des champs de compétences où présentement, on n'est peut-être pas capable. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de légiférer au niveau des feux d'artifice, mais ça nous permettrait de faire cette... C'est un exemple. Les chiens, c'est la même chose. On a déjà des règlements. Fait que si on veut l'augmenter ou le réduire, ça, c'est des choses qui est possible de prendre comme décision. Là. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui, bien, Madeleine. Pour respecter les règles. C'est surtout Donc, pour tantôt, ça. je comprends pas, là. Il y a comme un contredit, là. OK. Vous avez été élu par la population, oui, tout le monde le sait, puis je vous respecte là-dedans. Mais sauf que tantôt, on a dit, vous avez le droit de faire des lois, vous avez le pouvoir de faire des lois. Mais Mme Guylaine a dit... qu'est-ce qu'elle a dit, là? Elle a comme contredit. Présentement, on ne peut pas le faire. Il y a comme... comment je te dirais ça?
un trou. Ouais, non, non, C'est comme, ce que Guylaine disait, présentement, il y a des règlements qui datent, ouais, qui étaient faits en fonction de la loi sur les Indiens. OK. OK? Et ces lois-là n'ont pas évolué. On a le pouvoir de faire évoluer ça. Ouais, Là. oui, OK? Oui. On a ce pouvoir-là de le faire. oui. OK? Mais il y en a une panoplie de lois. Là. À un moment donné, on n'est pas capable là, de toutes les prendre puis de toutes les actualiser. Là. Il n'y a pas longtemps, on avait une loi des années, on fait un gag, c'est quelle année? Hein? On disait que Les chevals, là. il y a encore un règlement, on l'a changé là, il n'y a pas longtemps, mais il y avait un règlement là, qui interdisait là, de venir attacher son cheval à l'entrée du conseil. C'était un règlement qui était là. Qui date des années quoi, 40, 50, 60, je ne sais pas. Là. Donc, c'est ça qu'on dit. Là. Donc, il y a des règlements qui étaient là, mais qui sont normalement applicables, mais que probablement que ça ne fait pas la job. Puis ça, il faut prendre le temps de le faire évoluer, d'en développer d'autres. C'est ça que Guylaine dit. Ah bon. OK? Pour Merci. être bien. Ouais. Parce que peut-être que le règlement, il manque peut-être un peu de poids. Il manque peut-être un peu de poids parce que, dans le fond, on le sait, dans le passé, il y avait une cour itinérante qui appelait. Où est-ce que nos règlements administratifs qui étaient faits, lorsque les policiers remettaient un constat d'infraction, une amende, la personne qui voulait contester, qui ne voulait pas payer son amende, devait passer devant la cour itinérante qui était ici même dans la communauté, à Machoyat. Je me souviens bien, je pense que c'était à la salle communautaire, en tout cas, où ils prenaient des salles dans la communauté. Fait que là, à partir de là, c'était un juge vraiment qui se déplaçait sur place. Mais là, tout ça s'est arrêté. Fait que maintenant, les règlements administratifs qui sont en vigueur manquent peut-être un peu de poids à cause de ça. Il faudrait peut-être, là, on en est parlé d'ailleurs avec la direction générale, là, on est supposé de regarder, voir qu'est-ce qui peut être fait avec la sécurité publique pour mettre vraiment là, le règlement avec une force là, plus pesante là, pour que les règlements puissent être vraiment là, appliqués dans la communauté. Fait que là, on est là-dessus. L'administration est en train de regarder ça. Puis comme vous l'avez vu tantôt, là, la sécurité publique va changer de direction. Fait que c'est sûr que le nouveau directeur va devoir se pencher aussi à se mettre sous sa main là, les dossiers de la sécurité publique. Mais c'est quelque chose que c'est clair qu'on veut que nos règlements administratifs soient applicables dans la communauté là, avec la force qu'elle doit avoir. Là. Concernant nos personnes mentales, difficultés, là, Kakushita, là, je ne citerai pas le nom de la personne. Elle est allée voir un policier concernant son enfant qui avait de la difficulté, qui était malade, santé mentale. Là. Le policier a répondu, s'il arrive de quoi, on ne peut pas rien faire. S'il arrive de quoi, là, à ce moment-là, appelez-nous. Franchement, là, c'est pas correct de répondre de même. Là. Il me semble que c'est... Tantôt, vous avez dit, c'est à vous autres à faire les règlements, les lois, ça vous concerne aussi, ça, santé mentale. Absolument. Absolument. Il faut en avoir soin de nos membres, Ouais. nos enfants, nos aînés, tout. Oui, puis c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, la sécurité de la population, puis la sécurité des gens envers eux-mêmes. Puis c'est sûr que pour ce qui est des gens qui sont dans cette situation-là, ce qui n'est pas évident, c'est que les policiers ne peuvent pas intervenir. Puis c'est vrai, là, le policier avait raison un petit peu là-dedans. Tant qu'il n'a pas fait une action qui donnait danger envers lui-même, un danger évident, ou danger évident vers quelqu'un d'autre, le policier ne peut pas intervenir. Parce que la loi, pas la loi, mais les droits de la personne donnent des droits aux gens, même s'ils ont une maladie mentale évidente. Ils ont des droits pareils. Fait que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas posé un geste malheureux envers lui-même ou envers une autre personne, c'est difficile d'intervenir. Sauf que la famille, par exemple, ce qu'elle peut faire, puis c'est de se prendre un avocat puis de mettre la personne sous tutelle. Si vraiment la famille sent que le membre de la famille est dans une difficulté assez grande, elle peut passer par la cour pour demander un jugement, pour mettre la personne sous tutelle. Après ça, là, c'est une personne qui va être nominée pour prendre des décisions pour cette personne-là. Fait que ça, c'est idéalement, là, c'est ce qu'il faudrait faire lorsqu'on voit qu'il y a une personne qui est en santé mentale, peut-être un peu plus, là, la personne est un peu plus malade au niveau de la santé mentale. Là, c'est des possibilités là, qui peuvent être faites. Mais il y a un comité, d'ailleurs, qui est en place, là, qui réunit, entre autres, infrastructure, santé mieux-être collectif, nos travailleurs de rue, qui est en place pour pouvoir, justement,
justement mettre en place des programmes. Il y a peut-être pas des programmes, mais des façons de faire qui pourraient être améliorées dans nos services pour faciliter justement à ce que ces gens-là puissent avoir des accès plus rapides peut-être à des soins de santé. Mais c'est quelque chose qui est priorisé là, dernièrement. Là, on en a parlé d'ailleurs, là, 2 réunions, je pense. Puis on l'a mentionné qu'on veut s'assurer que ces gens-là soient en sécurité pour eux-mêmes puis pour aussi les gens qui les entourent. C'est difficile de penser que la personne n'est pas là, puis, tu sais, qu'on lui dise on ne peut pas rien faire, qu'on se fasse répondre on ne peut pas rien faire, parce que si tu fais de quoi, là, à ce moment-là, on va pouvoir aider la famille, mais... C'est ça. Mais pour un policier, là, c'est sûr qu'il ne peut pas intervenir, là. Ce n'est pas sa responsabilité, là. Je le sais, ils disent toujours qu'il faut que la personne soit d'accord à ce qu'il se fasse aider, mais... L'autre élément, c'est... quand même, la personne n'est pas là, là, tu sais... Oui, bien, c'est pour ça que Joe mentionne, là, puis il a raison. Si jamais, effectivement, la famille dénote que un membre de notre famille a besoin d'un coup de main, il a besoin qu'on le prenne en charge, sa famille, là. Nous, on ne peut pas le faire à la place de la famille. Nos policiers, surtout pas, peuvent, à moins qu'une situation d'urgence, là, ils vont intervenir. Sinon, effectivement, là, c'est la responsabilité de la famille. Puis on a une panoplie de services là, qui peuvent venir donner un coup de main là, ici, puis dans la région, là, par rapport à ça. Puis Jonathan l'a mentionné, là, il y a une équipe là, présentement qui est en train de faire l'état de situation par rapport là, à l'enjeu là, de la santé mentale chez nous dans la communauté. Puis c'est pas beau, là. Okay? On va l'avouer, là, c'est pas beau, là. Pour différents facteurs. La drogue, de temps en temps, des fois, c'est peut-être d'autres phénomènes qui est là, mais c'est pas beau. On va falloir tantôt, là, probablement, là, voir c'est quoi l'offre de service qu'on a par rapport là, à ces enjeux-là. Quel type de service que ces gens-là ont besoin également pour éviter qu'il y a des drames qui peuvent se passer. Là. On n'est pas à l'abri de tout ça là, non plus. Puis bien souvent, là, à l'extérieur, il y a normalement des organismes spécialisés qui ont une capacité d'accueil que c'est full pin, donc ils ne sont plus capables. Donc là, c'est des personnes qui, à un moment donné, là, se retrouvent dans nos familles. Puis à un moment donné, nos familles, écoute, là, ils ne sont plus capables. Humainement, ils ne sont plus capables. Donc, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? C'est des personnes qui se retrouvent à la rue. Ouais. Tu sais, donc, c'est pas beau, là. Puis là-dessus, on a une équipe qui est en train d'y réfléchir, de faire les constats, puis voir comment est-ce qu'on va s'organiser. Est-ce qu'on devrait avoir un autre offre de service pour venir compenser, là, certains services que ces personnes-là n'ont pas, là, parce que c'est des personnes qui ont des besoins immenses, là. On est là présentement. Ça, voir, à regarder, à obliger les personnes à aller se guérir, à aller se soigner, tu sais, au lieu de dire, tu sais... on ne peut pas rien faire, il faut qu'il arrive de quoi, tu sais. Oui, mais là-dessus, là, malheureusement, on ne peut pas. Un policier ne pourrait pas dire, non, toi, je te regarde, là, puis tu vas pas bien. Là. Non, peut pas, le policier ne peut pas faire ça. À moins qu'il y ait une crise, là, il ne peut pas faire ça. Oui, mais donc, si la madame a fait sa plainte, là, puis... tu sais... Oui, c'est ça. Donc, il y a des critères là, tu sais, au niveau des plaintes. Là, c'est bien légal, hein, à un moment donné. Là, sinon, c'est le policier qui peut se rendre vulnérable si jamais il a fait un acte illégal. Il a fait une intervention qui a dégénéré puis qu'il n'y avait pas à le faire. Donc, c'est clair là, que pour eux autres, là, c'est pas évident. C'est pas des spécialistes en santé mentale non plus. Mais là, vous pouvez réglementer, comme vous avez dit tantôt. Non, vous ne pouvez pas élaborer des lois, des règlements qui puissent venir aider ces gens-là qui sont dans la souffrance. Oui, bien ça, on peut développer des programmes. Si aux policiers, les référer aux policiers, leur dire, écoute, là, ça ne marche plus, là, la situation est grave, là, puis... Ouais, vous voyez, nos personnes qui sont malades, c'est difficile à... Oui, bien c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais, c'est ça qu'on est en train de faire, mais ce n'est pas la responsabilité des policiers. Là, OK? C'est la responsabilité là, de l'individu, de la famille, de la communauté également. Au niveau de la communauté, on a une responsabilité là-dessus. C'est ça que Jonathan vient de mentionner. On est en train là, de faire l'état de situation. On a été surpris du nombre de personnes là, qui, semble-t-il, ont des besoins là, en santé mentale, que ça ne va pas super bien. Donc, c'est relativement important là, dans la communauté pour un paquet de facteurs. Donc, présentement, on a un regard spécifique là-dessus.
Puis, on veut voir, là, par rapport à notre offre de service, qu'est-ce qui nous manque là, pour venir leur donner un coup de main. OK? Mais on ne pourra pas, même nous autres, pallier au fait que la responsabilité première, c'est la personne, puis c'est la famille. Sa famille, à un moment donné, puis il y a des règles là, qui existent pour la famille qui pourraient demander ou exiger à l'État, au gouvernement, d'intervenir pour la protection ou pour la d'une personne qui ainsi est que son vulnérable. entourage, ben oui. C'est ça. Fait que c'est le topo qu'on est en train de faire Puis, là, présentement. si jamais il y a des familles qui sont inquiets pour un membre de leur famille, ils peuvent demander de l'aide. Eux autres aussi, là, ils peuvent demander de l'aide. Il y a différents organismes un peu partout dans la région. Puis il y a aussi ici nos intervenants que c'est possible de venir voir pour demander un coup de main. Parce que la loi qui vient justement mettre sous tutelle une personne, ça s'appelle la P38. Avant d'en arriver là, c'est sûr que la famille doit avoir là, tout ce qu'il y a à faire, puis le seul moyen de pouvoir en arriver à ça, c'est d'aller consulter peut-être soit des organismes ou soit un intervenant ici, ou appeler au 811. Là, eux autres aussi vont pouvoir rediriger les gens là, pour être capables d'aller chercher justement cette protection-là, qui est la P38, là, pour que la personne soit sous tutelle. Ça veut dire que la personne ne prend plus de décision pour elle-même. C'est une personne dans la famille qui va prendre la décision pour elle. Puis si la personne juge qu'il y a besoin d'un soin particulier, ben c'est la personne qui va recevoir la responsabilité de cette personne-là qui va dire, ben moi, je t'amène à l'hôpital aujourd'hui, puis aujourd'hui, ben on va parler à ton médecin pour que tu sois soigné. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a cette responsabilité-là qui revient aux familles. Puis c'est important là, d'aller chercher de l'aide. Là. Je sais que c'est pas évident parce qu'on aime tout, veut pas, là, peu importe la situation des gens qui nous entourent. On les aime, mais le meilleur moyen de pouvoir les aider, c'est justement d'aller consulter. Si la personne ne veut pas aller consulter, c'est la famille aller consulter, au moins aller chercher l'aide nécessaire pour les accompagner. Là. Ouais. Parce que les policiers, dans les cas, il y a certains cas, il y a des interventions. Puis eux autres, c'est quoi? Par exemple, ils vont les amener à l'hôpital. Ouais. Puis vous avez entendu des histoires où, après l'hôpital, ils partent. Ben oui, Fait que ça part, donc, il y a des trous là, de service. C'est ça, il y a des trous de service. C'est pour ça que le policier, c'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer. C'est le niveau de service. Comment est-ce qu'on peut venir donner un coup de main à ces personnes-là? Il y aura peut-être moyen de dire aux policiers, informez-vous sur la loi où aller chercher de l'aide, au lieu de répondre de même. Attends, si faites quoi là, à ce moment-là, appelez-nous. C'est pas une manière de répondre. Moi, j'aime pas cette approche-là. OK, non, ça c'est d'autres choses. Effectivement, on pourrait parce qu'il y a d'autres services qui existent, puis normalement, les policiers sont au courant. Effectivement, là, il y a urgence sociale qui existe. Il y a d'autres services qui existent également, là, pour avoir accès à un travailleur social, à quelqu'un qui va pouvoir là, soutenir les familles. Là, il y a d'autres services, effectivement. Fait que ça, on pourra effectivement passer le message. Ben, C'est bon, tu comme ça, Madeleine? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres. Aïka? Le budget pour famille nourricière, hein? C'est DPJ, ça? La famille nourricière, Non, c'est... c'est pas la DPJ, voyons. Attends une minute, j'ai un blanc de mémoire. Non, c'est pas la DPJ. C'est comme la maison de la famille. C'est comme la, C'est comme pour la maison de la famille. C'est pour donner un soutien aux familles qui ont des jeunes enfants. C'est ça qu'on a besoin ici, de l'aide pour le soutien avec les familles, surtout Okay, quand on est pogné avec la DPJ. En parlant de... Quand on appelle au conseil faire des plaintes, là, moi, l'autre fois, j'ai eu une plainte. Ben, je voulais faire une plainte contre la DPJ parce que je trouvais qu'il y avait de la négligence. Tu sais, oui, je comprends, on est suivi, on est des parents, puis tout ça, mais à un moment donné, il faut être écouté, puis nous autres aussi, on a nos attentes envers eux autres. Fait que moi, c'était pas comblé. Fait que là, j'ai rencontré la directrice, là, Isabelle Ouellette. Puis là, j'y ai dit où est-ce que je m'enlignais. J'ai dit, moi, si ça fait pas, bien, je vais être obligée de faire une plainte. Puis ce qu'on manque, c'est de soutien là-dedans. Fait que là, elle dit, tu peux la faire, ta plainte. Elle m'a dit, ça va revenir dans nos mains pareil. Fait que là, tu sais, j'ai trouvé ça simple un peu. Fait que c'est... Comment que ça gère ça d'un bureau du conseil, tu sais, puis nous autres, en tant que famille, comment on fait pour aller chercher du soutien, de l'aide? Puis l'école aussi, je vais revenir avec l'école. Tu sais, vous allez agrandir pour avoir... c'est quoi d'autre, hein? Des services? Mais moi, j'ai des enfants en déficit aussi qui demandent des services comme... Mon garçon, lui, il est dyspraxie. Des choses qu'il faut qu'il travaille avec des tablettes, des choses comme ça. Puis,
ça fait que des fois, il n'est pas, soutenu positivement à l'école. Fait qu'il se fâche, puis là, l'école, les autres le renvoient. Puis là, il m'appelle, puis là, il me dit, tant que ça ne va pas bien à l'école, vous n'avez pas des bonnes attitudes, on appelle maman, c'est ah ouais à la maison. Puis là, mes autres, ce qu'ils font, c'est avant de m'appeler moi, ils appellent la DPJ. Fait que là, la DPJ, ils disent, mais là, appelez les parents. Parce que là, c'est pas un cas de DPJ, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Moi, je trouve qu'on n'est pas soutenu non plus envers les écoles. Eux autres, ils ont des services adaptés pour nos enfants. Ça leur appartient, ce qui se passe à l'école. Moi, chez nous, j'ai réussi à caser des routines, des choses. Tu sais, je fais mes suivis. Mais l'école aussi, il y a un bout à faire. Hein. Absolument. C'est bon, on retient ça, OK? Je n'ai pas les réponses là, par rapport à ce que tu viens de mentionner par rapport à l'école, mais un point important que tu as souligné, puis ça mérite là, qu'on prenne le temps de bien le clarifier, c'est sur les processus là, de plainte. Hein? Puis il existe là, un processus rigoureux là, de plainte. On a même des gens qui peuvent vous accompagner là, pour formuler votre plainte. Oui, ça arrive effectivement que dans le processus, là, on demande comme une révision de la décision. Donc, ça revient effectivement là, dans les mains d'un gestionnaire qui peut-être a répondu avant. Donc, il y a tout un processus, je vous dirais, là, qui existe présentement. Puis, ça vaudrait peut-être la peine, à un moment donné, de prendre le temps de l'expliquer. Parce qu'on ne prend jamais le temps de l'expliquer. Parce que dans notre processus, là, OK, si jamais, effectivement, la personne qui a fait une plainte n'est pas satisfaite, il y a la possibilité de confier la plainte à quelqu'un de l'externe. Ce n'est même pas quelqu'un de l'organisation. OK? Donc, nous, on va, à chaque année, bien, pas chaque année, on avait des contrats de quelques années, là, donc on l'appelle Kei Tutemachesh. Donc, bien souvent, c'est un avocat à l'externe qui n'a pas de lien d'affaires avec notre organisation. Puis, c'est lui qui prend en charge la plainte. Après là, il analyse. C'est une plainte recevable ou non. C'est lui qui prend la décision, là. Puis la décision, après ça, au niveau de l'application, là, on est obligé de l'appliquer. OK? Donc, c'est ça. Donc, il y a un processus, là, distinct, là, puis qui est fait par un tiers de l'organisation. Mais il faudrait prendre le temps de l'expliquer, là. Peux-tu mettre des personnes pour aider? Oui, on a des agents d'accompagnement. C'est en plein ça. Si tu fais une plainte, tu vas au niveau... parce que tu l'as fait la démarche, tu as rencontré Isabelle. Si jamais ça ne marche pas, tu peux aller plus haut. Mais tu peux aussi avec Anne au niveau des plaintes, puis elle va vous accompagner. C'est ça qu'elle me disait, Isabelle. J'ai trouvé ça insultant parce qu'elle m'a dit, tu peux aller la voir, Anne. Elle dit, t'es pas fière de nos services. Mais elle dit, ça m'en revient à moi pareil, la plainte. OK, ouais. Non, ça dépend. Ça dépend. Anne renvoie ta lettre à elle. Oui, mais ça, non. C'est ça. OK, ouais, c'est pas aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Ben, elle, sa façon de me OK. dire, c'était comme ça. OK. Je trouvais ça insultant. OK, ouais, je comprends. On a des attentes aussi. Nous autres, je suis consciente qu'on a des travaux, des démarches à faire avec la DPJ. Moi, je pense que je le fais très bien, mais moi, j'ai des attentes envers eux autres aussi. Fait que, absolument. Là, je lui ai dit, moi, c'est de la négligence que vous faites là. Fait que, tu sais, il faut être soutenu, nous autres aussi. C'est pas à cause qu'on est en bas de la société qu'il faut se laisser marcher dessus. Là. Moi, j'essaie de me relever. J'ai fait beaucoup de démarches, mais je me sens pas soutenue dans tout ça. C'est un bon point. Fait que, regarde, là, mais on va prendre le temps, effectivement, de bien l'expliquer. Puis, effectivement, là, on a un bon processus, je pense, là, de gestion des plaintes, puis d'accompagnement. Celle qui nous accompagne, qui vous accompagne ou qui nous accompagne, peut même écrire la plainte. Là. Regarde, ça fait les démarches. Regarde, on a un système intéressant. Excuse, je te tourne le dos en te parlant, mais regarde, je vais me tourner de même. Hein? Voilà. Donc, écoute, juste pour t'expliquer le processus de plainte, si tu vas voir Anne, la première façon que ta plainte va être traitée, c'est en insatisfaction. Donc là, tu as ta plainte, puis elle va être portée directement à la direction générale qui se trouve là. Elle, la direction générale, va aller voir la direction concernée pour voir comment est-ce qu'on peut traiter cette plainte-là. Et tu vas avoir un retour suite à ta plainte, savoir comment ton insatisfaction a été traitée. Si tu es toujours insatisfaite, là, tu montes à un autre niveau, comme le chef expliquait, et tu retournes voir Anne, tu expliques, regarde, mon traitement d'insatisfaction, ça n'a pas été traité comme j'aurais souhaité. Donc là, je voudrais porter ma plainte vers l'extérieur. Et là, c'est porté à un juriste, un avocat, qui, lui, est complètement indépendant du conseil, puis qui n'ira pas nécessairement voir la direction. Là. Fait que
là, je n'étais pas là dans la conversation que tu as eue avec la direction concernée, mais c'est assuré que ça ne revient pas direct dans sa main. C'est pas vrai que c'est un cercle vicieux et que c'est pas traité. Là. Ouais. Mais va voir Anne. Oui, mais je t'encourage à aller voir Anne pour ça. Va voir Anne Casavant, c'est elle qui est la responsable aux plaintes, puis elle va t'accompagner de A à Z. Puis si tu as de la difficulté à écrire, elle peut même t'aider à rédiger la plainte, elle va le faire. J'en ai déjà fait une plainte, moi, à m'accompagner là-dedans, puis c'est une plainte pas en tant qu'élu, c'est une plainte en... Bien là, il y a une loi qui s'en vient, puis on travaille là-dessus. Mais pour le reste, je m'enlève du micro. Ouais, là, puis ça, c'est une des gros projets de loi que probablement, Guylaine, on parle de... C'est-tu cet automne, là, le dernier? Là. Prochainement, Ça s'en hein? vient, là. Très prochainement. Maintenant, probablement qu'à l'automne, la population... Oui, c'est ça, par rapport à la population. Probablement, à l'automne, là, on va aller vous consulter, on va, vous écouter, vous présenter ce qu'on a pour se donner le modèle qu'on veut pour protéger nos enfants, là. OK? Donc, c'est ça, là. Donc, ça, c'est clair que ça s'en vient. Là, on va regarder après ça quelle sorte de modèle, comment on implique les parents, la famille élargie, etc. Là. Ça s'en vient. Ça, c'est... Parce qu'il faut qu'ils se fassent taper ses doigts aussi. Nous autres, en tant que parents, je fais taper ses doigts, moi aussi. Mais eux autres aussi. Merci. Pourquoi Ouais. que moi, je ne peux pas élargir ma famille d'accueil parce que là, je suis en proximité. Puis là, j'ai demandé d'avoir d'autres jeunes avec moi. OK. J'étais prêt à accueillir d'autres jeunes, mais ils m'ont dit que j'étais en conflit avec le conseil. Je ne pouvais pas faire une famille d'accueil. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Je sais pas. On pourrait prendre l'information, Parce que moi, je Jonathan. voulais accueillir un ou deux jeunes Ouais. encore parce que j'ai de la place. Tu as de la place chez vous. Ouais, puis, Je sais pas. et ce qu'ils m'ont répondu, c'est que j'étais en conflit à cause que je travaillais pour le conseil. OK. C'est le phénomène de double emploi. Ça me surprend, maudit, là, mais c'est peut-être. Regarde, faudrait l'adresser. Puis d'autant plus que... Je peux juste être famille d'accueil à proximité. OK. Je peux accueillir juste mes petits-enfants, mais je ne peux pas accueillir d'autres jeunes. D'autres jeunes. Parce que moi, j'ai fait une demande pour avoir un ou deux. Ça doit, à cause de ça, hein, c'est la question là, d'éviter de favoriser un employé là, permanent. Ça doit être ça. Mais regarde, ça mérite qu'on le fouille et qu'on adresse la question. Là. C'est en recherche de famille d'accueil. Ben oui, par exemple. ben ça, je le Puis là, disais. oui, j'ai su ça, puis là, j'ai demandé d'avoir d'autres jeunes. C'est bon? C'est bizarre. On regarde ça. En tout cas, c'est sûr que ça va être à revérifier parce que présentement, je suis, moi aussi, de famille de proximité puis j'ai des enfants qui... Avec Mashtoriat. Oui. Parce que les autres, ils m'ont dit qu'il faut que je sois avec Robert Vert. Peut-être. Présentement, je l'ai chez nous. Peut-être c'est ça que je partais pour dire. Peut-être parce que les familles d'accueil sont syndiquées à cette heure. Fait que dans le fond, c'est la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Robert Val avec Émijan. Ouais. OK, Et là, c'est ils m'ont peut-être dit que à je ne cause de pouvais ça. pas faire la demande de cette Mashtoriat. Parce qu'ils cherchent des gens. Ça fait plus que 6 mois? Des familles d'accueil. Ça fait plus que 6 mois? Essaye de ramener Quoi, Émijan? Ouais, que t'as les jeunes avec toi? Non, ça va se faire Émijan, je pense que j'ai eu Parce que je sais qu'après 6 mois, les personnes qui ont sous leur responsabilité des enfants deviennent des familles syndiquées en quelque sorte. Fait que là, dans le fond, c'est le syndicat qui vient représenter les familles d'accueil. Fait que c'est pour peut-être ça, il va falloir regarder. Tu as réussi à avoir ta famille d'accueil, mais avec Mashtoriat. Moi, famille de proximité. Famille de proximité. Je suis à proximité aussi, mais c'est Robert Vert. Ouais. Ouais. Ben, Parce qu'ils ne veulent pas ici à Mashtoriat. peut-être que c'est peut-être une question de temps, peut-être ça fait plus que 6 mois, vu que c'est ça serait le syndicat qui embarquerait à ce moment-là. Fait que peut-être c'est ça. Faudrait vérifier, en tout cas. Là, mais Ouais, mérite que vérifie on parce va que là, vérifier. t'es pointu. Oui. faire, là, c'est changer de Robert Val à Mashtorias, que ça soit Mashtorias. C'est comme ça, tu serais pas avec Robert Val? Là? Ouais, ça c'est tous des enjeux qu'on va discuter dans le projet de loi. Avec Robert Vert. Si elle se fait à Mashtoriat, je pourrais même pas la Ben, moi, il me semble que j'ai le droit de ta confier si c'est moi qui veux. Là. Si ça serait Mashtoriat, tu ne pourrais pas l'avoir? Si ce serait Mashtoriat, il ne serait pas chez nous. À cause du conflit, tu parles? Là? Non, à Du- cause du conflit avec... je travaille pour le... Ouais, c'est ça, là. Ouais, mais ça, c'est des mesures qui étaient là, qui pourraient être changées, ça. Là. Ça, c'est de notre ressort, effectivement. Dépendamment de la situation, si on est en pénurie de familles d'accueil, effectivement, ça, moi, je pense que rapidement, on est capable de changer ça, là. Parce que OK? moi, je veux en prendre des jeunes, Ben ouais. parce que j'ai de la place.
En plus, oui. Fait que, mais tout ça, regardez, ça va faire de l'objet de belles discussions cet automne, là. Ça va être le fun, là. Puis c'est carrément ça, là. Quand on va parler, là, de la protection de nos enfants, là, ou de la... À Ouachat, ils appellent ça, là, la bienveillance. C'est une loi sur la bienveillance de nos enfants, là. Je trouvais ça pas pire. Fait que, probablement, même le terme, là, on devrait en convenir ensemble. C'est quoi le meilleur terme, là? Parce que protection, DPJ, là, c'est sûr que c'est pas winner. Donc, un bel enjeu là-dessus cet automne. D'autres commentaires par rapport au budget? À l'écran, y a-t-il des questions? Non. Non. S'il n'y a pas d'autres commentaires, ben, je voudrais bien sûr, encore une fois, vous remercier de votre présence ce soir. Puis, on se redonne un rendez-vous le mois prochain. C'est bon? Là, tu nous jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que nous?